Et si un simple geste de gentillesse, un geste quotidien que vous pensiez passer inaperçu, était en réalité un test pour Isabella Rossi, une serveuse de 24 ans croulant sous les dettes et les rêves brisés? La gentillesse était tout ce qu'il lui restait à offrir. Le bénéficiaire de sa gentillesse était Arthur, un vieil homme taciturne et grincheux qui se traînait chaque matin dans son restaurant, tel un fantôme assis dans un coin. Elle lui offrait un sourire chaleureux, un café frais et un peu de son temps, sans rien attendre en retour. Elle pensait qu'il n'était qu'une âme solitaire parmi d'autres. Elle ne se doutait pas qu'il gardait un secret valant des milliards, un secret qui allait bouleverser sa vie. Car un mardi pluvieux, la porte du restaurant ne s'est pas ouverte pour Arthur. Elle s'est ouverte pour ses avocats, accompagnés de 4 gardes du corps au visage impassible, et ils étaient là pour elle. La cloche au-dessus de la porte du Morning Glory Diner était la bande sonore de la vie d'Isabella Rossi. Ce n'était pas un tintement joyeux. C'était un son métallique fatigué qui annonçait l'arrivée d'un autre client ayant besoin d'un café, d'une autre assiette à porter, d'un autre dollar à ajouter, espérons-le, au pot à pourboire. Le restaurant lui-même était une relique, une capsule de tabouret en vinyle usé, de la couleur de la moutarde séchée, d'un sol en linoléum collant et d'un arôme persistant de café brûlé et de bacon frit. Pour Isabella, ou Bella, comme tout le monde l'appelait, c'était à la fois sa prison et son sanctuaire. Depuis 3 ans, 6 jours par semaine, de 5h30 à 15h, Bella dansait le ballet familier de la serveuse. Elle se faufilait dans les allées étroites avec une grâce née de la répétition, équilibrant des assiettes sur son bras, remplissant des tasses de café sans renverser une goutte et affichant un sourire qui semblait souvent aussi fissuré que les tasses en porcelaine qu'elle lavait à la main. Sa véritable passion. Son âme, elle était enfermée dans un minuscule appartement au 2e étage, à quelques pâtés de maison de là, où elle prenait la poussière sur des toiles qu'elle ne pouvait plus s'offrir. L'école d'art était devenue un rêve lointain, enseveli sous une montagne de factures médicales de sa mère et le poids écrasant du loyer. Ses habitués étaient un groupe de personnages prévisibles. Il y avait Frank, le contremaître en bâtiment, qui lisait la page des sports et laissait exactement 1 dollar de pourboire, quel que soit le montant de l'addition. Il y avait les 2 secrétaires bavardes du cabinet d'avocats en bas de la rue qui disséquaient la vie amoureuse de leur patron devant des salades fanées. Et puis il y avait Arthur. Arthur était différent. Il n'était pas un habitué au sens traditionnel du terme. Il faisait autant partie intégrante du restaurant que l'enseigne néon qui clignotait devant la porte. Chaque matin, à 7h15 précise, il poussait la lourde porte vitrée et se traînait jusqu'à la table Ndeg 4, celle du fond près de la fenêtre. Il ne croisait jamais le regard de personne. Il portait toujours la même tenue, un manteau en tweed délavé, un pantalon usé par les intempéries et des chaussures en cuir éraflées. Son visage était sillonné de rides, ses yeux d'un bleu pâle et à queue semblaient voir à travers tout. Il était comme un murmure dans une pièce bruyante. La première fois qu'il était venu, le patron de Bella, un homme perpétuellement stressé nommé S, l'avait prévenu. Ne t'occupe pas du vieux schnock de la table 4. Il ne parle pas. Donne-lui juste un café noir et le plat du jour, quel qu'il soit. Il paiera la somme exacte et partira. Brenda, la serveuse chevronnée qui avait la patience d'une guêpe, ricana. Quelle perte de temps, on devrait le mettre au comptoir. Mais Bella voyait autre chose dans son silence stoïque. Elle voyait une profonde solitude, une dignité tranquille qui touchait le cœur d'artiste qui battait encore en elle. Elle ignora donc les conseils de Hall. Le premier jour, elle posa le menu devant lui. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Bella. Je vous apporte un café. » Il se contenta de grogner sans lever les yeux. Elle lui servit le café quand même. Lorsqu'elle lui apporta le plat du jour, une assiette graisseuse d'œufs et de saucisses, elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tendit la main vers le sel. Le lendemain, elle fit de même, et le jour suivant aussi. Pendant une semaine, il répondit à ses salutations enjouées par le silence. Mais Bella était tenace. « Le pain grillé est particulièrement bon aujourd'hui, » disait-elle. « Il fait un peu frais dehors. Ce café devrait vous réchauffer. » Puis, un lundi matin, environ 1 mois après le début de sa fréquentation silencieuse, alors qu'elle posait son assiette, elle remarqua qu'il avait du mal à couper son pain grillé avec les couteaux émoussés du restaurant. Ses articulations étaient enflées par l'arthrite. Sans hésiter, elle prit le couteau. « Permettez-moi, dit-elle gentiment. »
Elle coupa son toast en 4 carrés parfaits et faciles à manger. Pour la première fois, Arthur leva les yeux. Ses yeux bleus larmoyants rencontrèrent les siens, et pendant une fraction de seconde, elle y vit une lueur de surprise, peut-être même de gratitude. Il fit un bref signe de tête, puis reporta son attention sur son assiette. C'était une victoire. À partir de ce jour, cela devint leur rituel. Elle lui apportait son café, noir. Elle lui apportait le plat du jour et elle coupait toujours son pain grillé. Parfois, elle lui parlait, remplissant le silence de petites anecdotes sur sa journée, d'une remarque amusante faite par un client ou de son rêve de visiter un jour le Louvre à Paris pour voir les chefs-d'œuvre en personne. Il ne répondait jamais, mais elle sentait qu'il l'écoutait. Il laissait parfois un quart de dollar supplémentaire sur la table, une reconnaissance silencieuse qui lui semblait plus précieuse qu'un pourboire de 20 dollars. Ses collègues la taquinaient sans relâche. Tu parles toujours à ton petit ami, Bella. Brenda se moquait d'elle en essuyant le comptoir avec un air renfrogné. Tu perds ton temps. Il est probablement sourd. Laisse-la tranquille, grommelait S derrière le grill. Si elle veut parler à un mur, laisse-la faire. Au moins, lui, il ne se plaint pas. Bella s'en moquait. Ces 10 minutes chaque matin étaient devenues un étrange point d'ancrage dans sa vie chaotique. Dans un monde qui exigeait tout d'elle et lui donnait peu en retour, cette petite connexion unilatérale lui semblait pure. C'était un simple geste de service, un moment de communion silencieuse. Elle ne le faisait pas pour obtenir un pourboire plus généreux ou des éloges. Elle le faisait parce que lorsqu'elle regardait le vieil homme solitaire à la table 4, elle voyait un être humain qui méritait un peu de chaleur, même s'il ne pouvait ou ne voulait pas la demander. Elle ne se doutait pas que sa simple gentillesse était observée, cataloguée et jugée par un esprit plus vif que quiconque, au Morning Glory Diner, ne pouvait l'imaginer. Le mardi commença comme tous les autres. L'air était chargé de l'odeur de la pluie et du bacon grésillant. Bella n'avait dormi que 4 heures, ayant passé la majeure partie de la nuit au téléphone avec une infirmière de l'établissement de soins où se trouvait sa mère, pour discuter des changements de médicaments et des factures qui s'accumulaient. Elle sentit un nœud familier d'anxiété se former dans son estomac, mais elle le refoula, affichant un sourire professionnel, tandis qu'elle nouait son tablier. 7h15 passa. La table 4 restait vide. Bella jeta un coup d'œil à l'horloge, puis à la porte, un petit pli se formant sur son front. Arthur n'était jamais en retard. Jamais. Il était aussi fiable que le lever du soleil. À 7h30, une véritable inquiétude commença à s'insinuer dans ses pensées. Peut-être était-il malade. Après tout, il était âgé. Elle se fit une note mentale de demander aux autres habitués s'ils savaient où il habitait, même si elle doutait que quelqu'un le sache. Il était une île. À 8h05, la clochette au-dessus de la porte tinta, mais ce n'était pas Arthur. Tout le restaurant se tut. Même le grésillement du grill de S semblait s'être tu. 4 hommes, tous bâtis comme des réfrigérateurs et vêtus de costumes noirs impeccables avec des oreillettes, entrèrent. Ils se déplaçaient avec une précision fluide et disciplinée qui était tout à fait étrangère à ce restaurant collant et imparfait. 2 d'entre eux se placèrent de chaque côté de la porte, leurs yeux scrutant la salle avec un calme déconcertant. Les 2 autres s'écartèrent pour laisser entrer un 5e homme. Il était plus âgé, peut-être la soixantaine bien avancée, avec des cheveux argentés tirés en arrière sur un front haut et un visage aux angles marqués et aux yeux intelligents. Il portait un costume gris anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ce que Bella gagnait en un an. Il tenait à la main une maillette en cuir immaculé. Il regarda autour de lui, l'air à la fois légèrement dégoûté et déterminé. « Je peux vous aider ?» demanda S en s'essuyant les mains grasses sur son tablier, son arrogance habituelle ayant complètement disparu. L'homme en costume gris anthracite l'ignora. Son regard balaya la pièce jusqu'à se poser sur Bella, qui se tenait figée près de la machine à café, une cafetière encore à la main. Il se dirigea directement vers elle, ses chaussures italiennes hors de prix produisant un bruit doux et décidé sur le linoléum. Les 2 gardes du corps le suivaient à quelques pas derrière, leur présence aspirant tout l'air de la pièce. « Êtes-vous Isabella Rossi ?» demanda l'homme. Sa voix était calme, grave et empreinte d'une autorité qui exigeait une réponse. Le cœur de Bella battait à tout rompre contre ses côtes. Elle ne put que hocher la tête, la gorge soudainement sèche. Que se passait-il? Avait-elle des ennuis? Avait-elle été témoin de quelque chose?
Était-ce à propos des factures de sa mère? L'homme s'arrêta devant elle. Il la dévisagea longuement. Je m'appelle Marcus Davies. Je suis associé principal du cabinet d'avocats Sterling Cromwell et Davies. J'étais l'avocat personnel de M. Arthur Pendleton. Le nom resta suspendu dans l'air. Pendleton. Il semblait si formel, si important. Il fallut un moment à Bella pour faire le lien avec le vieil homme tranquille de la table 4. Arthur. Il s'appelait Arthur Pendleton. Arthur, murmura-t-elle. Est-ce qu'il va bien? Il n'est pas venu ce matin. L'expression de M. Davies s'adoucit de manière presque imperceptible. M. Pendleton s'est éteint paisiblement dans son sommeil tard dans la nuit. La cafetière sembla soudainement très lourde dans la main de Bella. Une vague de chagrin inattendu la submergea. C'était absurde. Elle le connaissait à peine. Il ne lui avait jamais adressé la parole. Mais leur rituel silencieux était devenu une partie intégrante de sa vie, un petit point stable dans son monde turbulent. Maintenant, il avait disparu. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Oh, dit-elle d'une petite voix, je suis vraiment désolée d'apprendre cela. » Brenda observait la scène depuis le comptoir, la bouche grande ouverte. Frank avait baissé son journal. Tout le restaurant était plongé dans le silence, témoin d'un drame qu'il ne comprenait pas. M. Davies acquiesça brièvement, comme s'il répondait à une politesse de circonstance. M. Pendleton était un homme très particulier qui avait laissé des instructions très précises. Son testament contient une clause qui exige votre présence immédiate. Si vous voulez bien rassembler vos affaires, une voiture nous attend dehors pour nous conduire à mon bureau où aura lieu la lecture. Bella le regarda, perplexe. « Excusez-moi, je pense que vous vous trompez de personne. Je lui ai juste servi son café. » « Il n'y a pas d'erreur, Madame Rosie Davies, dit-il d'une voix ferme, mais pas désagréable. Monsieur Pendleton a été très clair. Vous vous appelez Isabella Rossi. Vous êtes serveuse dans cet établissement. Et depuis 1 an et demi, vous coupez son pain grillé en 4 carrés égaux chaque matin, sans faute et sans qu'on vous le demande. Le détail était si précis, si banal, que Bella en resta bouche bée. Il l'avait remarqué. Non seulement il l'avait remarqué, mais il en avait parlé à son avocat. « Sal ?» dit-elle en se tournant vers son patron, qui semblait pâle et confus. « Je ne sais pas de quoi il s'agit. »« Vas-y » grogna Sal, retrouvant sa voix. « Vas-y » dit Brenda en couvrant ses tables. Brenda lança à Bella un regard plein d'envie venimeuse, mais n'osa pas discuter. Abasourdie, Bella défit son tablier, les mains tremblantes. Elle le posa sur le comptoir, prit son sac usé dans la salle de pause et retourna dans le restaurant. Les 4 gardes du corps et l'avocat formèrent un cercle protecteur autour d'elle, créant une étrange bulle de richesse et de pouvoir dans l'humble restaurant, alors qu'ils l'escortaient vers la porte, laissant tout le clientèle sans voix. Bella ressentit un vertigineux sentiment d'irréalité. L'air froid et humide lui frappa le visage. Une élégante voiture noire, une Lincoln Continental, était garée au bord du trottoir, son moteur ronronnant doucement. L'un des gardes du corps lui ouvrit la porte. Alors qu'elle se glissait sur le siège en cuir moelleux, plus luxueux que n'importe quel meuble qu'elle possédait, elle jeta un regard en arrière vers le restaurant Morning Glory. Il semblait petit sous le ciel gris. Elle eut le sentiment terrifiant et électrisant qu'elle ne le verrait plus jamais de la même façon. Le rituel était terminé. Quelque chose de nouveau et d'infiniment plus compliqué venait de commencer. Le trajet jusqu'au cabinet d'avocat fut un voyage silencieux et surréaliste à travers la ville. Bella regardait par les vitres teintées les rues familières qui lui semblaient désormais étrangères et lointaines. La voiture était une oasis de luxe tranquille, qui sentait le cuir et le cirage. Monsieur Davies était assis en face d'elle, examinant des documents dans sa mallette, le visage impassible, masqué par son professionnalisme. L'esprit de Bella était en proie à une confusion totale et à une tristesse sourde et douloureuse pour le vieil homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Les bureaux de Sterling Cromwell et Davies étaient situés dans le penthouse d'un gratte-ciel étincelant au cœur du quartier financier. C'était un monde à part du restaurant Morning Glory. Des sols en marbre, des murs de verre imposants offrant une vue panoramique sur la ville et des couloirs feutrés remplis d'œuvres d'art les accueillirent. Bella, dans son jean délavé et ses baskets usées, se sentait comme un chat errant qui s'était égaré dans un palais. Elle fut conduite dans une vaste salle de réunion dominée par une longue table, un acajou poli. À une extrémité étaient assises 2 personnes qui semblaient aussi déplacées que Bella, mais pour des raisons différentes.
Il dégageait une aura de privilège impatient et rancunier. L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, avait les cheveux lissés en arrière, portait un costume de marque un peu trop serré et arborait un air renfrogné. La femme à côté de lui, sans doute sa mère, était impeccablement vêtue, le visage soigneusement maquillé d'un masque de dédain poli, les doigts tambourinant avec impatience sur la table. Monsieur Davis s'éclaircit la gorge lorsqu'ils entrèrent. Mademoiselle Diana Pendleton, Monsieur Caleb Pendleton. Voici Mademoiselle Isabella Rossi. Caleb Pendleton jeta un regard dédaigneux à Bella, un rictus déformant ses lèvres. C'est elle que nous attendions. Une serveuse, le grand-père est devenu sénile après tout. Caleb, je t'en prie. Sa mère le réprimanda, bien qu'il n'y eût aucune véritable colère dans ses mots. Son regard sur Bella était tout aussi froid. Mademoiselle Rosie, veuillez vous asseoir, dit M. Davies en lui indiquant une chaise loin des Pendleton. La distance semblait intentionnelle, un gouffre entre deux mondes différents. Bella s'assit, les mains serrées sur ses genoux. Les gardes du corps se tenaient impassibles contre le mur du fond. La tension dans la pièce était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Maintenant que toutes les parties mentionnées dans le cordial primaire sont présentes, nous pouvons commencer. Davies annonça en ouvrant un épais document relié en cuir. Il mit une paire de lunettes de lecture et commença à lire d'une voix monotone, sèche et sans émotion. La plupart du texte était rédigé dans un jargon juridique qui dépassait complètement Bella. Des fiducies, des dons à des associations caritatives dont elle n'avait jamais entendu parler. Des legs à des fondations. Elle écouta les sommes astronomiques dont il était question. Des chiffres qui ressemblaient davantage à des concepts qu'à de l'argent réel. La fortune des Pendleton était manifestement immense. Puis Davies fit une pause et regarda directement Diana et Caleb. À ma belle-fille Diana Pendleton et à mon petit-fils Caleb Pendleton. Je lègue le contenu du trust familial Pendleton conformément aux obligations contractuelles prévues par les arrangements familiaux préexistants. Cela représente une somme principale de 10 millions de dollars chacun. Caleb ricana bruyamment. 10 millions? C'est tout? C'est une insulte. L'entreprise vaut des milliards. Votre grand-père a liquidé la majorité de ses biens personnels au cours des 2 dernières années. Caleb Davies dit froidement. Ce qu'il fait de sa fortune personnelle est et a toujours été son droit. Il nous le devait. Nous sommes sa famille. Diana craqua, perdant son apparence polie. Davies les ignora et continua à lire. Tous les effets personnels restants, les propriétés et la participation majoritaire dans la Pendleton Global Holding Company doivent être traités comme suit. Il prit une inspiration. À mon ami et médecin, le docteur Alistair Finch, je lègue la somme d'1 million de dollars. Il tourna une page. Bella retint son souffle, ne sachant même pas pourquoi elle était là. Peut-être qu'Arthur lui avait laissé un petit cadeau, quelques centaines de dollars en guise de pourboire final. Cela aurait été plus que suffisant, un geste gentil de la part d'un homme discret. Et maintenant, Davies dit, regardant Bella par-dessus ses lunettes, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Nous arrivons à la dernière disposition. Il lut le testament à Mademoiselle Isabella Rossi, la jeune femme du Morning Glory Diner, qui avait fait preuve de gentillesse envers un vieil homme alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire, qu'il avait traité avec dignité alors que les autres ne voyaient en lui qu'une nuisance, et qui lui coupait systématiquement son pain grillé car elle avait remarqué que ses mains tremblaient. Les yeux de Bella se remplirent de larmes. Il avait tout remarqué. Davies continua. À Mademoiselle Rosie, je lègue un héritage de gentillesse en retour. Tout d'abord, je lui lègue la somme de 250 000 dollars qui sera immédiatement transférée sur son compte afin d'alléger son fardeau, comme elle a autrefois allégé le mien. Bella eut le souffle coupé. La pièce se mit à tourner. 250 000 dollars. C'était plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Cela permettrait de payer les soins de sa mère pendant des années. Cela effacerait ses dettes. C'était un miracle. Caleb explosa et se leva d'un bond. Il donne un quart de million de dollars à une serveuse. Nous allons contester cela. Il n'était clairement pas sain d'esprit. Veuillez vous asseoir, M. Pendleton, dit Davis d'une voix calme et glaciale. Je n'ai pas fini. Caleb le fixa du regard, puis se rassit lentement, le visage rouge de rage. Davies ajusta ses lunettes et lut la dernière phrase. Et enfin, parce que c'était le dernier endroit au monde où je me sentais considéré, non pas comme une source de richesse,
Mais comme un être humain, je lui lègue la seule chose qui m'a apporté un peu de paix dans mes dernières années. Je lègue à Mademoiselle Isabella Rossi l'intégralité de la propriété et de l'entreprise connue sous le nom de Morning Glory Diner, située au 552nd Street en Elm, que j'ai acheté il y a 6 mois par l'intermédiaire d'une filiale. Silence. Un silence épais et profond envahit la salle de réunion. Bella restait figée, incapable d'assimiler ses mots. Le restaurant. Il avait acheté le restaurant pour elle. Puis Caleb se mit à rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire aigu, laid, incrédule. Le restaurant. Il lui laisse un boui-boui. Oh, c'est fort. Après tout que battage, il laisse à la serveuse sa propre cage. Grand-père avait vraiment un sens de l'humour tordu. Mais M. Davis ne souriait pas. Il ferma le testament, retira ses lunettes et regarda Bella avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. C'était un mélange de pitié, de respect et d'avertissement. Il y a encore une chose, Melrosey, dit-il d'une voix basse. Le restaurant comprend un petit portefeuille d'investissement que M. Pendleton a ajouté à l'entreprise afin d'assurer sa viabilité à long terme et de financer des améliorations. Il est actuellement évalué à environ 5 millions de dollars. Le rire mourut dans la gorge de Caleb. Son visage passa du rouge à un blanc pâle maladif. La main parfaitement manucurée de Diana se porta à sa bouche. Bella sentit le sol se dérober sous ses pieds. 5 millions de dollars. Le restaurant. Ce n'était pas une cage, c'était un royaume. Le vieil homme grincheux et silencieux. Elle avait servi du café à l'homme pour lequel elle avait de la compassion. Il n'était pas seulement riche, c'était Arthur Pendleton, fondateur de Pendleton Global, un titan du monde des affaires, un roi de l'industrie qui s'était caché à la vue de tous. Et il venait de donner à une étudiante en art fauché qui servait des plats dans un boui-boui les clés d'une nouvelle vie. Une vie qui, à en juger par le regard meurtrier de Caleb Pendleton, était sur le point de devenir très, très dangereuse. Quitter le cabinet d'avocat, c'était comme sortir d'une chambre hyperbar et entrer dans un ouragan. Les gardes du corps escortèrent de Bella jusqu'à la Lincoln Continental, la protégeant des insultes furieuses et rageuses de Caleb Pendleton, qui les avait suivis dans le couloir. Ce n'est pas fini, petite croqueuse de diamants. Il bouillait de rage, le visage déformé par la colère. Mes avocats vont passer tout ça au peigne fin. Tu ne verras pas un centime. Bella ne répondit pas. Elle était en état de choc profond, son esprit repassant machinalement les paroles de M. Davies. 5 millions de dollars. Le restaurant est à vous. M. Davies lui avait donné sa carte et un épais dossier de documents. Un conseiller financier vous appellera demain, Mademoiselle Rosie. Ne parlez à personne, surtout pas au Pendleton. S'il vous contacte, appelez-moi immédiatement. Arthur Mel Pendleton avait anticipé leur réaction. La voiture la déposa devant son immeuble délabré. Le contraste était saisissant. L'instant d'avant, elle était dans un monde d'acajou et de milliards. L'instant d'après, elle montait les escaliers grinçants et poussiéreux qui menaient à son petit appartement. Elle ouvrit la porte et entra, serrant le dossier contre sa poitrine comme un radeau de sauvetage. Des toiles étaient empilées contre le mur. Son chevalet était vide dans un coin, témoignage silencieux d'une vie mise en suspens. La première chose qu'elle fit fut d'appeler l'établissement où était soignée sa mère. D'une voix tremblante, elle s'adressa à l'administrateur financier et paya la totalité du solde impayé, puis paya les 2 années suivantes à l'avance, demandant une chambre privée et les meilleurs soins possibles pour sa mère. Le soulagement qui l'envahit fut si immense qu'il la fit tomber à genoux. Elle s'assit sur le sol et pleura, non pas de tristesse, mais à cause de la soudaine libération écrasante d'un fardeau qu'elle portait depuis si longtemps. Le lendemain matin, Bella ne se rendit pas au restaurant. Elle en était incapable. Que dirait-elle? Comment pourrait-elle entrer là-bas? Elle se rendit plutôt à la banque avec un chèque de banque de 250 000 dollars que M. Davies avait préparé pour elle. Le directeur de la banque, qui la traitait habituellement avec une indifférence polie, l'accueillit dans son bureau privé avec un respect nouveau et obséquieux. Le monde avait déjà commencé à changer autour d'elle. Dans l'après-midi, elle savait qu'elle ne pourrait pas se cacher éternellement. Elle devait les affronter. Prenant une profonde inspiration, elle parcourut les rues familières jusqu'au restaurant Morning Glory. C'était l'heure de pointe du déjeuner. À travers la vitrine, elle pouvait voir Brenda, l'air harassé et S en sueur devant le grill. Elle poussa la porte. La petite cloche tinta. Toutes les têtes se tournèrent.
Les conversations s'arrêtèrent. S leva les yeux de la spatule qu'il tenait dans la main. Brenda, qui tenait un plateau de hamburger, s'immobilisa en plein mouvement. Ils avaient tous entendu. Les ragots de Frank, qui avaient été témoins de l'arrivée de l'avocat, avaient dû se répandre comme une traînée de poudre. Bella Sal dit d'une voix incertaine. « Salut S, dit-elle d'une voix étonnamment calme. Elle s'approcha du comptoir. « Je suppose que tu as entendu. »« J'ai entendu dire que tu avais reçu de l'argent, dit Brenda en posant son plateau avec un bruit sourd. Il y avait une pointe d'envie dans sa voix. « Tu t'es dit que tu étais trop bien pour venir travailler, hein? » Brenda prévint S. « Non, ça va, dit Bella. » Elle regarda S, puis Brenda, puis les autres employés qui jetaient un œil depuis la cuisine. Ces gens avaient été tout son univers. « C'est vrai, Arthur. Monsieur Pendleton m'a laissé de l'argent, et il m'a laissé le restaurant. » Un murmure collectif parcourut le personnel. La spatule de S tomba bruyamment sur le grill. « Il a fait quoi? » balbutia S. « Ce restaurant m'appartient. Je le possède depuis 30 ans. » Le cœur de Bella se serra. C'était la partie dont M. Davies l'avait prévenu. Elle ouvrit le dossier et en sortit un document. « D'après ceci, S, vous avez vendu le restaurant il y a 6 mois à une société appelée AP Holdings. Depuis, vous travaillez comme gérante salariée. » Sarah, le visage livide. « AP Holdings. Ils m'ont offert une fortune, bien plus que ce que valait cet endroit. Je pensais que c'était un grand promoteur immobilier qui allait le démolir. Je n'aurais jamais pensé qu'il s'effondrerait sur un tabouret, l'air complètement abattu. Donc, j'ai travaillé pour le vieux pendant tout ce temps, et maintenant, je travaille pour vous. » L'absurdité de la situation frappa tout le monde en même temps. Isabella Rossi, la serveuse discrète qui voyait constamment ses heures réduites, était désormais leur patronne. Brenda laissa échapper un petit rire amer. « Eh bien, n'est-ce que passe un conte de fées? Et maintenant, patronne, vous allez tous nous licencier et embaucher vos amis? » Le défi flottait dans l'air. C'était son premier test. Tous les regards étaient braqués sur elle. Elle pouvait sentir le ressentiment, l'incrédulité, la peur. Son ancienne vie avait disparu. Elle ne faisait plus partie des leurs. Elle était la propriétaire, l'autre. Bella prit une profonde inspiration, repoussant son propre choc et sa peur. Elle pensa à Arthur, à sa dignité tranquille. Qu'aurait-il voulu? Personne ne sera licencié, dit-elle d'une voix claire et ferme, se surprenant elle-même. Rien ne change pour l'instant. S, tu es le meilleur cuisinier de la ville. Brenda, tu peux gérer 6 tables sans sourciller. Cet endroit fonctionne grâce à vous. Je ne sais rien de la gestion d'une entreprise. Je vais avoir besoin de votre aide. Son honnêteté sembla apaiser quelque peu la tension. S leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. Brenda se contenta de froncer les sourcils, peu convaincue. « Alors, quel est votre grand projet? » demanda Brenda d'un ton provocateur. « Tu vas commencer à servir du champagne et du caviar? »« Non, » répondit Bella avec un petit sourire, touchant ses lèvres pour la première fois. « Mais je vais acheter une nouvelle machine à café et un aiguiseur de couteau, et nous allons réparer la climatisation. » C'était de la bonne chose à dire. Quelques membres du personnel de cuisine gloussèrent. C'était leur plainte quotidienne, les petits désagréments de leur travail. Les entendre reconnus par la nouvelle propriétaire, leur ancienne collègue, avait une signification particulière. À ce moment-là, la clochette de la porte retentit à nouveau. Un homme en uniforme de coursier se tenait là. Un colis pour Isabella Rossi. Il lui tendait une boîte fine et élégante provenant du cabinet d'avocats Sterling Cromwell and Davies. Perplexe, Bella signa le bon de livraison et l'ouvrit. À l'intérieur, niché sur un lit de velours, se trouvait une seule clé en laiton à l'ancienne et une note manuscrite sur du papier à lettres épais de couleur crème. L'écriture était tremblante mais claire. Elle venait d'Arthur. « Ma chère Isabella, » commençait-elle, « si vous lisez ceci, c'est que le monde connaît mon secret et que vous avez reçu mon cadeau. L'argent est pour votre liberté. Le restaurant est pour votre cœur. Cette clé est pour votre avenir. Elle ouvre mon bureau privé. Marcus sait où elle se trouve. Va là-bas. Tu comprends? Pourquoi? La dernière volonté d'un vieil homme, c'est une clé, un bureau secret. » Bella leva les yeux de la note, l'esprit en ébullition. L'héritage ne se limitait pas à de l'argent et à un bâtiment. C'était un mystère. Et tandis qu'elle regardait les visages mécontents de ses nouveaux employés,
et pensait aux menaces venimeuses de Caleb Pendleton, elle comprit qu'elle devrait le résoudre si elle voulait vraiment revendiquer sa nouvelle vie. L'adresse que M. Davies avait donnée à Bella pour la résidence privée d'Arthur se trouvait sur Park Avenue. C'était l'un de ces bâtiments d'avant-guerre en pierre calcaire avec une entrée à auvent et un portier qui ressemblait à un général à la retraite. Lorsque le taxi s'arrêta, Bella ressentit une nouvelle vague d'intimidation. Elle portait les plus beaux vêtements qu'elle possédait, une simple robe noire qu'elle avait achetée dans une friperie, mais elle se sentait toujours comme une étrangère. M. Davies l'attendait dans le hall. Son expression était sombre. Il n'a laissé personne entrer dans son appartement personnel depuis plus de 10 ans, expliqua-t-il alors qu'il montait dans un ascenseur silencieux, lambrissé de bois jusqu'au penthouse. Même pas sa famille. Il menait toutes ses affaires depuis le siège social de son entreprise. C'était son sanctuaire. L'ascenseur s'ouvrit directement sur l'appartement. Bella sortit et en oublia de respirer. Il était immense, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur Central Park. Mais ce n'était pas la vue ni la taille de l'endroit qui la stupéfiait. C'était l'art. Les murs étaient recouverts de chefs-d'œuvre. Une monnaie était accrochée au-dessus de la cheminée, ses nénuphars scintillant dans la lumière de l'après-midi. Une sculpture représentant une danseuse était posée sur un piédestal. Un petit autoportrait intense de Van Gogh fixait le regard depuis un mur latéral. C'était un musée privé aménagé avec un goût impeccable. C'était l'un des collectionneurs d'art les plus discrets au monde, dit Davies doucement, observant sa réaction. C'est ce que Caleb recherchait vraiment. Cette collection n'a pas de prix. L'appartement était impeccable, mais il dégageait une profonde solitude. Il n'y avait ni photo de famille, ni désordre, juste des œuvres d'art inestimables et un mobilier élégant et stérile. On se serait cru dans une cage dorée. Le bureau est par là, dit Davies en la conduisant dans un long couloir. Il s'arrêta devant une lourde porte en chêne. Il m'a donné une enveloppe scellée contenant une clé pour moi, avec pour instruction de ne l'ouvrir qu'à sa mort afin de vous donner accès. Je t'attendrai ici. La main de Bella tremblait lorsqu'elle inséra la clé en laiton qu'Arthur lui avait laissé. Elle tourna dans un clic satisfaisant. Elle poussa la porte et entra. Le bureau était complètement différent du reste de l'appartement. Il était chaleureux et habité. Des livres remplissaient toutes les étagères, allant de la littérature classique à la physique moderne. Un grand fauteuil en cuir usé était placé à côté d'une cheminée. Une légère odeur de vieux papier et de tabac à pipe flottait dans l'air, mais ce qui dominait la pièce, c'était le mur derrière l'imposant bureau. Il n'était pas recouvert d'œuvres d'art. C'était un tableau en liège s'étendant du sol au plafond, recouvert d'un réseau complexe de photographies, de graphiques boursiers, de documents juridiques et de notes manuscrites reliées par des ficelles colorées. C'était la carte stratégique d'un général commandant un empire mondial. C'était le vrai Arthur Pendleton. Au centre de cette toile, cependant, se trouvait quelque chose qui ne cadrait pas. C'était une petite photo légèrement floue. Bella s'approcha. C'était la photo d'une femme souriante, assise sur une couverture à carreaux dans un parc. Elle était belle, avec des yeux gentils et un sourire chaleureux. À côté se trouvait une autre photo. Celle-ci représentait la même femme, debout fièrement devant une petite boutique charmante. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « Elena's Eats ». Le regard de Bella fut alors attiré par une série de coupures de journaux jaunis par le temps. Les titres racontaient une histoire tragique. Eleanor Pendleton, restauratrice prometteuse, décède dans un accident de voiture. Harrison Vance, prédateur financier, rachète la chaîne de restaurants en faillite. Pendleton Global annonce le rachat hostile de Vance Industries. Tout commença à s'éclaircir. Elena devait être sa femme. Elle était restauratrice, créatrice de lieux simples où les gens pouvaient manger. Elle avait été tuée et un prédateur financier nommé Vance avait apparemment profité de sa mort, avant d'être écrasée des années plus tard par un Arthur vengeur. Attirée par un nom, elle regarda une autre section du tableau. Elle était consacrée à Caleb. Il y avait des photos de lui sur des yachts, dans des boîtes de nuit, entourées d'une ribambelle de mannequins. Il y avait des rapports financiers montrant les pertes massives d'une start-up technologique qu'il avait fondée avec l'argent de son grand-père. Il y avait des copies de chèques qu'Arthur avait rédigés pour rembourser les dettes de jeu de Caleb. Une note écrite de la main tremblante d'Arthur disait « Il porte son nom, mais n'a rien de son cœur. »
Finalement, ses yeux trouvèrent un petit espace vide sur le tableau. Une seule photo récente y était épinglée. C'était un cliché pris à distance par Bella elle-même. Elle se trouvait à l'extérieur du restaurant Morning Glory pendant sa pause, souriant à quelque chose sur son téléphone. À côté, une petite note manuscrite était épinglée. Elle a son cœur. Des larmes coulaient sur le visage de Bella. Il ne s'agissait pas du toast, pas vraiment. Il ne testait pas sa gentillesse. Il cherchait le reflet de sa femme disparue, elle est la nena. Il cherchait quelqu'un avec un bon cœur, quelqu'un qui comprenait que la valeur d'un endroit ne résidait pas dans son prix, mais dans la chaleur et la dignité qu'il offrait. Ce restaurant n'était pas n'importe quel restaurant. Il lui rappelait le rêve de sa femme. En le laissant à Bella, il ne lui faisait pas seulement un cadeau. Il lui confiait l'héritage d'Elela Nena. Soudain, une nouvelle détermination endurcit son chagrin. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait d'honorer la foi d'un vieil homme solitaire qui avait perdu tout ce qui comptait vraiment pour lui. Caleb ne voulait pas seulement l'argent. Il voulait détruire la dernière chose que son grand-père avait construite. La seule chose qu'Arthur considérait comme un héritage digne d'intérêt. Elle se dirigea vers le bureau. Sur celui-ci se trouvait une seule enveloppe scellée qui lui était adressée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient une lettre et un certificat d'action pour une seule action de Pendleton Global. La lettre disait « Isabella, la connaissance est le pouvoir. Cette seule action vous donne le droit légal d'assister à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires le mois prochain. Caleb sera présent. Il tentera de prendre le contrôle du conseil d'administration. Il pense que vous n'êtes personne. Prouvez-lui qu'il a tort. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans cette pièce. Ton ami Arthur. » Bella regarda autour d'elle dans le bureau, observant la toile du pouvoir tissée autour de cette histoire d'amour, de perte et de vengeance. C'était un dossier complet sur l'Empire Pendleton et ses ennemis. Arthur ne lui avait pas seulement donné un restaurant et une fortune. Il lui avait donné un arsenal. La guerre avec Caleb Pendleton approchait et Arthur venait d'armer sa soldate la plus improbable pour le combat de sa vie. Les semaines suivantes furent une période de transformation intense pour Bella. Elle passait ses journées au restaurant et ses nuits dans le bureau d'Arthur. M. Davies avait fait en sorte qu'elle ait un accès illimité et discret au penthouse. Les gardes du corps qu'elle employait désormais la conduisaient là-bas après son service au restaurant. Au début, sa présence au Morning Glory était gênante. Elle essayait de reprendre son ancien rôle, remplissant les tasses de café et prenant les commandes. Mais S et les autres ne la laissaient pas faire. « Tu es la propriétaire maintenant, Bella », lui dit gentiment S en lui prenant la cafetière des mains un après-midi. « Tu devrais être au bureau à regarder les comptes. Laisse-nous nous occuper de ça. » Il avait raison. Elle se retira dans le petit bureau encombré à l'arrière et commença à apprendre. Avec l'aide du conseiller financier qu'Arthur avait trouvé, elle commença à comprendre les marges bénéficiaires, les chaînes d'approvisionnement et la paie. Le portefeuille de 5 millions de dollars n'était pas seulement une somme forfaitaire. Il s'agissait d'un fonds soigneusement géré, conçu pour générer des revenus réguliers, plus que suffisants pour couvrir les dépenses du restaurant et lui assurer un salaire confortable. Elle accorda une augmentation à tout le personnel, à commencer par S et Brenda. Brenda, qui avait été sa critique la plus sévère, était la plus réticente au changement. Elle observait Bella avec méfiance, comme si elle attendait que le couperet tombe. Le tournant s'est produit un après-midi étouffant, lorsque le vieux climatiseur a finalement rendu l'âme dans un grincement et un nuage de fumée. La cuisine s'est transformée en enfer. « Ça suffit, je démissionne », annonça Brenda en jetant son tablier. « Je ne travaille pas dans un sauna. » L'ancienne Bella l'aurait supplié. La nouvelle Bella acquiesça. « Tu as raison, dit-elle calmement. C'est inacceptable. » Elle décrocha le téléphone. En moins de 2 heures, une équipe de techniciens était là pour installer un tout nouveau système de climatisation commerciale haut de gamme. Elle paya l'installation d'urgence sans sourciller. Le lendemain, le restaurant était frais et confortable. Brenda revint au travail, ne dit pas un mot, mais se mit à appeler son patron, et pour la première fois, cela ne semblait pas être une insulte. Bella avait gagné un peu de respect, non pas avec des mots, mais avec des actes. Elle passait ses nuits dans un autre monde. Dans le bureau d'Arthur, elle devint une étudiante du pouvoir. Avec M. Davis comme tuteur réticent, elle a commencé à démêler le réseau complexe sur le tableau en liège. Elle a appris ce qu'étaient les sociétés écrans, les rachats par endettement et les batailles de procuration.
Elle a lu les journaux d'intime d'Arthur, remplis de ses observations sur la vie des affaires et de son profond chagrin sans fin pour Elelanena. Elle a découvert l'imprudence de Caleb, ses entreprises ratées financées par son grand-père et son ressentiment profondément ancré. Elle a découvert le coup de maître d'Arthur. Au cours de ces dernières années, il avait systématiquement démantelé Pendleton Global, rendant l'entreprise mère plus légère, mais aussi plus vulnérable. Il avait converti la majeure partie de sa fortune personnelle en une série de fondations caritatives anonymes. L'héritage de Caleb avait été intentionnellement limité. Arthur avait privé son petit-fils des ressources nécessaires pour une prise de contrôle facile de l'entreprise. Caleb pensait hériter d'un royaume. Arthur lui avait laissé un champ de bataille avec une armée décimée. La seule chose dont Caleb disposait était le soutien de quelques membres clés du conseil d'administration, qui étaient fidèles à son père et le considéraient comme l'héritier légitime. Son plan, tel qu'il l'avait reconstitué à partir des notes d'Arthur, était clair. Lors de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires, il demanderait un vote de défiance à l'égard du PDG actuel, un fidèle nommé par Arthur, et utiliserait son nom de famille et le soutien de ses alliés pour se faire nommer président. Il ne peut pas gagner d'emblée, expliqua M. Davies un soir, un soir, en montrant un tableau des principaux actionnaires. Mais il peut semer le chaos. Il peut effrayer les investisseurs, faire baisser le cours de l'action et d'essayer de forcer la vente à une société rivale qui le nommera dirigeant fantoche. Son ego n'acceptera rien de moins que le contrôle total, même si cela signifie réduire l'Empire en cendres. Alors, comment l'arrêter? Demanda Bella en regardant le certificat d'action unique posé sur le bureau. Il semblait si insignifiant. Nous utilisons la seule chose qu'Arthur t'ait laissée, la vérité. Davies a dit que cette action unique te donne le droit d'être dans cette salle et le droit de parler aux actionnaires. Nous ne pouvons pas le battre au vote, mais peut-être pouvons-nous le déjouer. Travaillant tard dans la nuit, ils élaborèrent un plan. Il était audacieux, terrifiant et reposait entièrement sur la capacité de Bella à monter sur la plus grande scène de sa vie et à convaincre une salle remplie de requins qu'une serveuse d'un boui-boui en savait plus que l'héritier de la fortune Pendleton. Le jour de l'Assemblée générale des actionnaires arriva. Bella se tenait devant le miroir en pied de la chambre du penthouse d'Arthur. Elle ne portait pas une robe achetée dans une friperie. Monsieur Davies avait insisté pour qu'elle fasse appel à un personal shopper. Elle portait un tailleur bleu marine simple, mais impeccablement taillé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon soigné. Elle avait l'air professionnelle, calme et confiante, mais dans son cœur, elle se sentait comme un oiseau pris au piège. « Vous êtes prête ?» dit M. Davies depuis l'embrasure de la porte. Il la regarda, et pour la première fois, elle vit un sourire sincère sur son visage. Arthur serait fier. 2 de ses gardes du corps l'escortèrent. Alors qu'elle traversait le hall étincelant de la Pendleton Global Tower, elle le vit. Caleb se tenait avec ses alliés, riant, débordant d'arrogance. Il l'aperçut et son visage se figea, son expression passant de la surprise à un amusement méprisant. « Tiens, regardez qui est là !» dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. « Tu viens servir le café, ma chérie ?» Ses acolytes ricanèrent. Bella ne mordit pas à l'hameçon. Elle croisa son regard, le visage impassible. « Je suis actionnaire, Caleb, » dit-elle d'une voix claire et posée. « Et j'ai le droit d'être ici. » Elle passa devant lui, la tête haute, et entra dans la fosse aux lions, le laissant momentanément sans voix. La bataille avait commencé. La salle du conseil était un amphithéâtre du pouvoir corporatif. Une immense table en forme de U était occupée par les membres du conseil d'administration, des hommes et des femmes au visage sévère, vêtus de costumes coûteux. Les rangées derrière eux étaient occupées par les principaux actionnaires, les analystes et les médias. Bella, guidée par M. Davies, prit place au premier rang réservé aux actionnaires. Elle sentait une centaine de paires d'yeux posés sur elle, chuchotant, s'interrogeant sur sa présence. La réunion commença par des présentations austères et des rapports financiers. Bella écoutait, les mains crispées sur ses genoux. Puis le président ouvrit la séance aux nouvelles affaires. Caleb se leva immédiatement. C'était un orateur né, charmant et sûr de lui. Il parla de l'héritage du nom de sa famille et d'une nouvelle vision audacieuse pour l'avenir. Il dépeignit la direction actuelle comme stagnante et dépourvue d'imagination. Mon grand-père était une légende. Il a connu un essor fulgurant,
Mais son heure est passée. Pendleton Global a besoin de sang neuf, d'une nouvelle direction pour être compétitif au 21e siècle. Il a besoin d'un Pendleton à sa tête. Il a ensuite officiellement présenté sa motion, un vote de défiance à l'égard du PDG et sa propre nomination, Caleb Pendleton, comme nouveau président du conseil d'administration. Un murmure tendu a parcouru la salle. Les alliés de Caleb au sein du conseil ont exprimé leur soutien. Il était clair qu'il avait le vent en poupe. Le PDG, un homme compétent mais peu charismatique nommé George Riley, a présenté une faible défense qui a été rapidement rejetée. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer sur cette motion avant que nous passions au vote, a demandé le président, balayant la salle du regard. C'était le moment. Avec un signe de tête silencieux de M. Davies, Bella s'est levée. Une vague de chuchotements confus a parcouru l'auditoire. Qui est-elle? Que fait-elle? Caleb sourit. Je crois que la parole est réservée aux actionnaires, pas au personnel de restauration. Je suis actionnaire, dit Bella, sa voix amplifiée par le micro de son siège. Elle trembla légèrement au début, puis retrouva sa force. Je m'appelle Isabella Rossi. Elle ne regarda pas Caleb. Elle regarda les visages des membres du conseil d'administration, des investisseurs. Monsieur Pendleton parle de l'héritage de son grand-père. Je suis ici aujourd'hui parce que moi aussi, je fais partie de l'héritage d'Arthur Pendleton. Pas de l'héritage de milliards de dollars et de rachats d'entreprises, mais celui de ces dernières années. Elle leur raconta son histoire. Elle ne l'embellit pas. Elle parla simplement et honnêtement du restaurant Morning Glory, du vieil homme tranquille assis à la table 4, du fait qu'il coupait son toast parce que ses mains tremblaient. La salle, d'abord sceptique, se tut et écouta attentivement. Vous voyez, dans ces dernières années, Arthur Pendleton n'était pas intéressé par l'acquisition de nouvelles entreprises. Il ne s'intéressait qu'à une seule chose, le caractère. Il passait ses journées dans un simple restaurant à observer les gens. Il ne cherchait pas le prochain grand PDG. Il cherchait simplement des personnes honnêtes et dignes. Elle s'est ensuite tournée vers Caleb. Caleb Pendleton parle d'une nouvelle vision audacieuse. Les archives privées d'Arthur Pendleton, qu'il m'a confiées, montrent très clairement la vision de Caleb. M. Davies se leva et posa un dossier devant le président. Des copies pour le conseil d'administration, dit-il d'un ton grave. Bella poursuivit d'une voix pleine de conviction. Une vision qui a conduit à une perte de 30 millions de dollars dans une entreprise technologique qui a échoué. Une vision qui a obligé son grand-père à rembourser plus de 2 millions de dollars de dettes de jeu personnel. Une vision si imprudente qu'Arthur Pendleton a écrit de sa propre main « Mon petit-fils a l'ambition d'un roi, mais le jugement d'un imbécile. » Il n'a pas laissé son empire à Caleb, non par méchanceté, mais par devoir fiduciaire, afin de le protéger de la seule personne dont il savait qu'elle le détruirait. Des exclamations ont retenti dans la salle. Le visage de Caleb était devenu rouge écarlate, couvert de taches. Ce sont des mensonges, des calomnies, n'est-ce pas? Bella a soutenu son regard sans faiblir. Tous les documents sont là. Arthur Pendleton avait compris que le cœur de cette entreprise n'était pas le cours de son action, mais son intégrité, une idée que son petit-fils n'a jamais comprise. Elle a alors joué sa dernière carte. Mais je ne suis pas ici pour vous demander de me croire ou simplement de rejeter Caleb. Je suis ici pour honorer la véritable vision finale d'Arthur. Il ne voulait pas d'un autre roi sur le trône. Il voulait une gestion responsable. Elle regarda directement George Riley, le PDG assiégé. Il avait laissé des notes louant la prudence, la stabilité et la loyauté de M. Riley. Il croyait en lui, mais il savait aussi que l'entreprise avait besoin d'une âme. Elle se tourna à nouveau vers le conseil d'administration. Par conséquent, en tant qu'actionnaire, je propose un amendement au statut de l'entreprise, la création de la Pendleton Legacy Foundation, qui sera financée par 10% des bénéfices annuels de l'entreprise et consacrée au soutien des petites entreprises et au financement de bourses d'études. Et je me nomme moi-même Isabella Rossi, propriétaire du Morning Glory Diner et héritière choisie par Arthur Pendleton pour le diriger. C'était un coup de maître. Elle ne demandait pas le pouvoir sur l'entreprise, mais d'une position d'autorité morale au sein de celle-ci. Elle avait directement lié l'héritage personnel d'Arthur à l'avenir de l'entreprise, offrant aux actionnaires une histoire de rédemption et d'objectifs plutôt qu'une lutte de pouvoir sordide. Elle avait honoré le PDG Stable tout en écartant Caleb, non pas avec des tactiques d'entreprise, mais avec une histoire simple et puissante sur le caractère.
La salle resta silencieuse pendant un long moment. Puis l'un des plus anciens membres du conseil d'administration, un homme qui connaissait Arthur depuis 50 ans, commença à applaudir lentement. Puis, tout à coup, toute la salle se joignit à lui. Les investisseurs, les analystes et même certains des partisans de Caleb, captivés par l'histoire et la brillante manœuvre, applaudirent. Caleb resta figé, le visage marqué par une défaite totale. Il avait été battu non pas par un prédateur financier, mais par une serveuse avec une histoire. Le vote n'était qu'une formalité. La motion de Caleb fut rejetée. La proposition de Bella fut acceptée à l'unanimité. Quelques mois plus tard, le restaurant Morning Glory fut rénové. Il était propre, lumineux, et la cuisine était ultra-moderne, mais le vinal moutarde usé de la banquette Indeg 4 fut conservé sous une fine couche de plastique protecteur. Une petite plaque en laiton de bon goût fut apposée au mur au-dessus. On pouvait y lire Arthur's Corner. Bella partageait son temps entre la gestion du restaurant, avec S comme manager très bien payé et Brenda comme chef du personnel étonnamment loyal, et la gestion de la nouvelle fondation qui changeait déjà des vies. Elle avait enfin le temps de peindre à nouveau, ses toiles étant désormais remplies de couleurs vives. Elle avait trouvé l'équilibre qu'elle ne savait pas rechercher entre son ancienne vie et sa nouvelle, entre l'art et le commerce, entre la gentillesse et le pouvoir. Elle avait honoré l'héritage d'Arthur et, ce faisant, avait enfin construit le sien. L'histoire d'Isabella nous rappelle avec force que les meilleurs investissements que nous pouvons faire ne sont pas dans des actions ou des obligations, mais les uns dans les autres. Un simple geste de compassion, un moment de dignité offert à quelqu'un qui semble n'avoir rien, peut avoir des répercussions que nous ne pouvons jamais prévoir. Arthur Pendleton avait tout l'argent du monde, mais il est mort à la recherche de quelque chose que l'argent ne pouvait jamais acheter, une véritable connexion humaine. Il l'a trouvé dans un modeste restaurant, entre les mains d'une serveuse qui a choisi d'être gentille. Bella n'a pas seulement hérité d'une fortune, elle a hérité d'une responsabilité qui prouve que la véritable richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on en fait. Son histoire nous pose une question. Qui sont les Arthurs silencieux dans nos propres vies? Et avons-nous la grâce de les remarquer? Si cette histoire de gentillesse inattendue et de force cachée vous a touché, prenez un moment pour cliquer sur le bouton «J'aime» afin de nous aider à la partager avec davantage de personnes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Bella. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires réelles inoubliables qui prouvent que les choses les plus extraordinaires peuvent arriver à des gens ordinaires. Merci de votre attention.